Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Heure du Bilan. Ce soir, nous revenons sur une année déterminante pour l'action publique dans le domaine de la planification et de la coopération internationale. 2025 marque un tournant pour un ministère au cœur des orientations stratégiques du pays, le ministère du Plan et de la coopération internationale. À l'heure de la reddition des comptes, nous recevons le ministre Ismaël Nabé pour revenir sur les avancées majeures de l'année écoulée. La planification nationale, l'ancrage du programme Simandou 2040, les engagements financiers obtenus auprès des partenaires, la dynamique de la coopération internationale, mais aussi les opérations statistiques d'envergure comme le recensement général de la population et de l'habitation, RGPH 4, les innovations numériques et les investissements réalisés dans les infrastructures et les services déconcentrés. Au cours de cette émission, nous reviendrons également sur les perspectives pour l'année 2026 dans un contexte où les données, la planification et la mobilisation des ressources deviennent des leviers essentiels pour accompagner la transformation de notre pays. Monsieur le ministre Ismaël Nabé, bonsoir. Bonsoir Aboubakar. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans l'émission Heure du Bilan. Merci beaucoup, c'est moi à vous remercier. David Yombono, bonsoir. Bonsoir Aboubakar, bonsoir aux téléspectateurs. Je vous laisse poser la première question à Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir les activités phares que vous avez menées dans le domaine, bien sûr, de la planification durant l'année 2025 qui s'achève? Autour de moi, le ministère du Plan et de la coopération internationale, ça veut dire quoi concrètement? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui. Pour la deuxième fois, l'année dernière on était là. Reddition des comptes, c'est une obligation. Une obligation qui est portée par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et qui incarne d'ailleurs notre vision quotidienne au ministère du Plan et de la coopération internationale. Donc 2025 a été guidé par la transparence, qui est le socle d'ailleurs de la bonne gouvernance. Pour nous, nous avons fait des progrès au niveau de la planification, mais aussi au niveau de la coopération internationale. Vous venez de dire que la planification, ce ministère est stratégique. Pourquoi elle est stratégique? Parce qu'elle élabore, planifie, mais aussi vulgarise les plans de développement de notre pays d'une part, mais aussi le capital humain de l'autre part, les données qui doivent être énumérées, utilisées pour le développement, et enfin la coopération internationale. Donc ce sont ces éléments, deux façades extrêmement importants pour la vision de notre pays. Le bilan, pour nous, pour le budget. Le budget. Ouais. Nous avons l'honneur de vous annoncer que notre exécution budgétaire est plus de 91%. Nous avons 90 éléments qui étaient dans notre PAO. Nous avons exécuté plus de 84%. Nous parlons des différentes rubriques de notre budget. Nous avons les transferts, nous avons les salaires, nous avons les investissements. Ce qui nous enchante aujourd'hui, nous avons exécuté d'une manière extraordinaire. Mais au-delà de ça, chers amis, il faut retenir que quand on parle de la planification, il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs. Nous avons la planification en soi, nous avons la population et le développement, nous avons ce qu'on appelle les statistiques. La planification que nous avons eue l'année dernière, on était là, on parlait des SRAD qui sont des chemins régionaux d'aménagement pour le développement. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Les comités techniques, les comités régionaux ont été mis en place. Et au-delà de ça, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, nous avons présenté un conseil interministériel qu'on appelle le guide des politiques sectorielles. L'année prochaine, Inch'Allah, ces politiques vont guider la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est quoi le guide des politiques sectorielles? Et le ministère peut être regroupé en secteurs. On a 4 secteurs quand vous prenez le capital humain. C'est pas seulement l'éducation. Vous avez le sport. Donc il faut les mettre en secteurs pour permettre l'interopérabilité, mais aussi la transférabilité des ministères. Beaucoup de pays le font. Il faut qu'on le fasse si nous voulons aller de l'avant. Et ces politiques sectorielles d'ailleurs, c'est pas 5 ans, c'est peut-être 20 ans, 30 ans. Donc il faut s'assurer que cela est fait. On l'a fait et ça a été validé en conseil interministériel. Et quel est l'avantage d'un pays comme le nôtre de se doter d'un document de ce type, monsieur le ministre? Quelle est la valeur ajoutée, la plus-value? Cette politique sectorielle va nous permettre d'avoir une vision très claire pour 10 ans, pour 14 ans et diviser cela au niveau des structures. Après les politiques sectorielles, nous avons porté avec le Premier ministre à New York ce qu'on appelle le sommet du futur, les objectifs de développement durable. La Guinée a porté haut, d'où le massif de Fouta Djallon a été inscrit dans le patrimoine global de l'humanité. Et au-delà de ça, ce message a été porté à Séville, qu'on appelle le sommet de développement. Et enfin récemment à Doha, à Qatar. C'est ce qu'on a fait. Mais le plus important et le plus
poignant de notre développement, c'est l'élaboration du programme Simandou 2040. Le document est élaboré maintenant? Bien sûr, l'année dernière on était là, on parlait qu'on élaborait. Ouais. Aujourd'hui, le document est prêt. Vous le savez très bien, chers amis, que ce document a été remis officiellement au chef de l'État le 28 octobre passé. C'est un programme socio-économique durable responsable, un programme basé sur 5 piliers essentiels. Je parle, il y a l'agriculture, le commerce, nous avons l'agro-industrie. Le deuxième, c'est l'éducation et la culture. Le troisième, c'est les infrastructures, le transport et la technologie. Le quatrième, c'est les finances, l'assurance et l'économie. Et le dernier, c'est la santé et le bien-être. Ce programme, d'ailleurs, c'est le lieu de féliciter et de remercier toutes les parties prenantes. Le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, nos BSD, tous les cadres de différents ministères ont été impliqués. BSD, c'est le bureau de stratégie et de développement des ministères. Le secteur, le syndicat. C'était un programme inclusif. Donc ce programme a été élaboré sous la clairvoyance du chef de l'État, confié au comité stratégique Simandou. De passage, que je salue mes collègues ministres et autres cadres, hauts cadres de l'administration, qui ont contribué à l'élaboration de ce méga programme jamais vu dans notre pays. Vous savez, le programme Simandou, qui est composé de 122 méga projets, 36 réformes, mais aussi nous devons mobiliser à peu près 200 milliards. Les 15 prochaines, 200 milliards de dollars pour les 15 prochaines années. Les premières 5 années, 2025-2030, nous devons mobiliser à peu près 65 milliards. La bonne nouvelle est ceci, nous avons 20 milliards déjà parce que le projet Simandou est inclus dans le programme Simandou. Donc l'objectif principal désormais, c'est de mobiliser 45 milliards. Le programme, vous avez les piliers, vous avez les 122 projets 36 réformes, mais aussi nous avons les catalyseurs du programme Simandou. L'un des catalyseurs du programme Simandou, c'est le projet Simandou. Désormais, Bouakar, cher Omoudon, quand on vous calcule la différence entre le programme et le projet, la réponse est simple. Le programme Simandou, l'un des catalyseurs, c'est le projet Simandou. Lui-même. Lui-même. Et aujourd'hui, après le projet, le deuxième catalyseur, c'est la notation souveraine. Quelle fierté pour la Guinée. Une première fois dans l'histoire. D'avoir une notation souveraine à travers des agences, des amis, comme SMP, on a travaillé avec Rothschild. C'est une grande agence internationale qui nous a aidés avec les cadres guinéens pour avoir cette notation B+, avec perspective stable. C'est une opportunité, mais aussi c'est une responsabilité. D'accord. Pourquoi une responsabilité? Parce que la notation est bonne, nous devons la maintenir, mais nous devons travailler les prochains mois, les prochaines années pour essayer de maintenir et l'envoyer B+, B ou bien A. Ça, c'est l'objectif principal. Le troisième catalyseur, c'est la création de fonds. Programme Simandou. Simandou, je suis sur le programme Simandou. J'ai dit 3 catalyseurs. Le troisième catalyseur, c'est la création de fonds souverains. Le président l'a dit, il faut un fonds souverain pour les infrastructures, pour les générations futures, mais stabiliser notre économie. Hier, on était avec l'ancien Premier ministre béninois Zenzou, et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dire que ce fonds souverain est complètement stabilisé. Vous avez le programme, la notation est faite, le fonds souverain, Inch'Allah, le mois de janvier sera officiellement déclaré, mais tous les ingrédients, tout est aujourd'hui au pas par rapport au fonds souverain. Monsieur le ministre, pour les téléspectateurs qui nous suivent, le fonds souverain, c'est quoi? Le fonds souverain, vous savez, on a eu ce problème. Quand vous avez les rentes minières et les rentes non minières, les bénéfices que vous tirez, on ne les prend pas pour les utiliser. Il faut mettre dans un fonds capitalisé, augmenter. Si vous avez $1 sur votre fonds, vous partez sur le marché, vous le multipliez par 10. Quand vous le multipliez par 10, peut-être vous allez prendre 1 pour investir, mais le reste, il faut pour les générations futures. Le président a une vision très claire de ce que la Guinée doit être et que la Guinée doit assumer sa responsabilité. Aujourd'hui, pour clôturer le pan du programme Simandou, un programme socio-économique durable, 5 piliers, 122 méga projets, 36 réformes, avec les catalyseurs, mais et surtout la fondation de ce programme, c'est le capital humain. C'est de former les Guinéens, mais aussi et surtout la bonne gouvernance. On peut avoir toutes ces idées, mais la bonne gouvernance est extrêmement importante. Nous savons que les programmes, c'est des papiers, mais la mise en place d'un delivery unit est en cours actuellement à la présidence, mais aussi les cellules d'exécution. Parce qu'on le sait très bien, si on ne met pas ces delivery units, ces cellules d'exécution, les projets vont être dans les terroirs. Et comme je l'ai dit tantôt, les réformes sont importantes. Parce que si vous voulez faire une route, s'il n'y a pas de réformes foncières, vous ne pouvez pas le faire. Donc ce programme est unique. Donc c'est vraiment un honneur.
Et un grand plaisir que le président nous a donné cette opportunité avec mes collègues pour élaborer. Maintenant, nous devons aller de l'avant pour la vulgarisation de ce programme un peu partout dans le monde. Monsieur le ministre, avant le programme Simandou 2040, la Guinée a connu d'autres programmes. Et puis il y a même le PRI qui date de la transition. Et quelle est la différence entre ces différents programmes auquel le pays s'est doté et le programme Simandou 2040 aujourd'hui, parce que tous les ministres qu'on reçoit, chacun essaie de parler toujours de ce programme. Qu'est-ce qui différencie ce programme des autres programmes auxquels le pays s'est doté? Une très bonne question. Vous savez, il faut remonter quand on parle de la planification depuis les indépendances. La Guinée, au temps du feu président Ahmed Sékou Touré, à son âme, il y a eu des plans quinquennaux, des plans triennaux, et après on a eu le PNDS, et la fin du PNDS a coïncidé en 2015-2020, c'était 5 ans, on a fait le PRI. Désormais, le seul référentiel de notre développement et des partenaires, c'est le programme Simandou 2040. C'est vrai, les ministres vont vous en parler. Je vous donne quelques indications. D'ici 2040, nous devons faire 2000 km d'autoroute, 10 000 km de route bitumée, mais aussi 2000 km de chemin de fer. Aujourd'hui, le ministre des Infrastructures, 10 000 km de bitume, ça le fait 600 km chaque année. Le chef d'État peut avoir son tableau de bord au bureau pour voir effectivement chaque année où on est. Donc, ce qui fait que chaque ministre aujourd'hui a leur KPI, a leur objectif, doivent le faire. La santé, par exemple, nous devons faire des hôpitaux, nous devons former des personnes. Ce qui fait que tous les ministères sont inclus dans ce programme de développement. D'ailleurs, je parlais au niveau de la planification. Au-delà de ça, le ministère du plan, c'est pas seulement la planification. Vous avez le capital humain. Non, on va aborder tout à l'heure le capital humain. Maintenant, je voudrais savoir les différents projets qui sous-tendent ce programme Simandou 2040, leur financement, c'est à partir des bénéfices tirés du projet Simandou ou bien on ira vers d'autres... on ira chercher d'autres financements, monsieur le ministre. Mais on va chercher des financements. Je viens de dire que le fonds souverain sera alimenté pas seulement des rentes minières, les rentes non minières. Simandou sera une partie, mais c'est pas la totalité. Nous devons comprendre aux téléspectateurs, il y a des revenus qui viendront de Simandou. Il y a d'autres revenus qui viendront d'autres sources, que ce soit sources minières ou sources non minières, mais aussi la structuration des projets. Aujourd'hui, vous faites un projet d'autoroute, après 5 ans, il va s'amortir, il y a des recettes, des revenus qu'on va tirer qui peuvent financer d'autres projets. Nous avons la cité administrative de Koloma, qui est un exemple que je vais parler d'un moment à l'autre, parce que nous allons faire des recettes. L'argent que nous dépensons aujourd'hui pour les locations des bureaux un peu partout à Conakry, ça peut être diminué, on va l'utiliser pour le paiement de cette cité. Lorsqu'on amortit le paiement, l'échéance de la dette, ça revient à l'État. D'accord. Donc pour nous, c'est extrêmement important de le savoir que nous avons sur cette projection, nous avons d'autres partenariats qui vont nous permettre de mobiliser des fonds. En clair, pour ceux qui nous regardent, le programme Simandou, à partir de 2026, son application va commencer sur le terrain par des projets qui vont commencer à sortir de terre. Mais il faut retenir que le programme Simandou a commencé depuis la transition. On a des projets structurants qui ont déjà commencé. Un programme qui a commencé alors que son élaboration n'était pas terminée. C'est la vision. D'accord. La vision du chef de l'État, lui, depuis le 5 septembre, le président savait ce qu'il veut faire du développement de la Guinée. Ce qui fait que vous avez les Simandou Academy qui ont déjà des résultats comme Britannique militaire, des jeunes qui sont formés. La cité administrative de Koloma, les hôpitaux régionaux, sont des projets, l'extension de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, sont des projets concrets qui rentrent dans le cadre du programme Simandou 2040. Donc, c'est pas parce que le programme va commencer l'année prochaine, il y a des projets structurants qui sont déjà inclus dans ce méga programme de développement. Comme je l'ai dit, c'est la vision. C'est la vision. Le recensement général de la population et de l'habitation. Le 4e recensement général, le RGPH 4. Pourquoi? Ça a quel avantage, monsieur le ministre? Oui, Boubacar, vous savez, quand je faisais ce lien, je voulais d'abord expliquer aux téléspectateurs, après la planification, vous avez le capital. Et même cette planification, après le programme Simandou, vous avez le RGPH 4, qui est le 4e recensement général de la population et de l'habitation. Il faut retenir que cet exercice est effectué chaque 10 ans dans tous les pays, c'est pas seulement la Guinée. L'année dernière, on était dans ce processus, que ce soit la cartographie censitaire, que ce soit le dénombrement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que ce travail est effectué. Et d'ailleurs, ce travail a été assisté par nos partenaires. 31% du budget a été apporté par la Banque mondiale.
L'aspect technique nous avait été accompagné par l'UNFPA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population. Au jour d'aujourd'hui, la population de la Guinée, qui était estimée peut-être 13 millions de Guinéens, nous pouvons vous dire aujourd'hui que, je ne vais pas vous donner le résultat parce qu'on n'a pas remis le résultat officiel au chef de l'État, nous avions à peu près plus de 17 millions. Et l'unicité et la particularité de cette population, c'est sa composition. 75% de la population guinéenne désormais a moins de 34 ans. Quelle opportunité! Pour nous, c'est une opportunité. Une population très jeune. C'est là, d'ailleurs, ça montre l'ingéniosité de notre leader, le chef de l'État. Vous savez, la population qui a vraiment, qui est jeune, on a un programme de développement pour créer de l'emploi, pour le capital humain. Donc, il y a une cohésion, une corrélation très claire par rapport à cela. RGPH4, c'est pas d'ailleurs, parce que ce sera un outil pour nous, pour orienter le développement. On sait aujourd'hui quelle est la taille de la population à Conakry, la taille à l'Abbé, à Zérékoré et à Cancan. Ça va nous diriger, tranches d'âge, ça va nous pour comment on peut réorienter le développement et quel type de développement. C'est extrêmement important de notre point de vue. Cet institut a fait ce travail, mais d'ailleurs, c'est pas seulement le recensement que nous avons fait cette année. Qu'est-ce que nous avons fait le rebasage. Ça, c'est recalibrer, recalculer notre PIB. La Guinée, c'est la deuxième fois dans l'histoire que nous faisons cet exercice. La première, c'était en 2018. Cette année, notre produit intérieur brut a augmenté de 51,2%. Notre inflation est baissée de 7 à 3%. Notre dette au produit intérieur brut est de 29%. Notre croissance est estimée à 7%. Ce rebasage nous a permis, ça nous a même aidé pour nous favoriser par rapport à la notation B+. Et ce rebasage, nous n'avons pas pris les revenus de Simandou. C'est à ramener la Guinée aujourd'hui à être la deuxième puissance économique francophone. Il y a un pays, un collègue à moi, qui a commencé ce travail lorsqu'il a appris. Donc il a fait le rebasage. Il y a 2 semaines, son rebasage a donné seulement 36 milliards. La Guinée est 37 milliards. Et d'ailleurs, leur population est plus grande que la Guinée. Donc aujourd'hui, c'est un résultat tangible. Le recensement général de la population qui est fini. Nous avons le rebasage qui est extrêmement important de notre point de vue, qui dit aujourd'hui la Guinée est une économie performante. Et ce qui fait d'ailleurs, avec les financements innovants, ça nous donne des marges d'ouverture pour augmenter le financement. Le téléspectateur qui entend ces chiffres comme ça et qui vous entend parler, il va se dire quelle est l'incidence de tout cela, moi, dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est une très bonne question. D'abord, je vais vous donner une perspective. Avec la Banque centrale, vous savez, pendant des années, la Guinée calculait son inflation sur Conakry. Mais vous partez à Banco, vous partez à Yomu, l'inflation est déjà calculée, ce qui fait que notre inflation a baissé. Il y a un collègue qui me disait qu'on ne mange pas les chiffres. Oui, mais grâce aux chiffres, on mange. C'est grâce aux chiffres, déjà, qu'on mange. Vous prenez aujourd'hui, les vols sont remplis. Quand vous voulez partir vous-même, vous voulez partir en France ou à Dubaï, vous ne pouvez pas avoir de place. Ça montre l'émergence de notre économie. Ça, c'est exactement. Et dynamique. Et ce que vous avez parfaitement raison. Et on est en train de créer de l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes de Dabola, comme vous voulez le dire, les jeunes de l'Abbé, comme vous voulez le dire, sont aujourd'hui, travaillent dans la construction du chemin de fer de Simandou. Plus de 50 000 emplois ont été créés. Et ils vont faire flux dans leur village. Ce qui fait qu'un ancien ministre me disait récemment, les étoiles sont alignées pour votre génération. Oui, nous avons le recensement général, on connaît la composition de cette population. On vient de faire le rebasage. Mais aussi, on a le programme Simandou. En alignant toutes ces initiatives, donc on a une vision claire et nette de ce que la Guinée doit être les 5 prochaines années. D'accord. Abaka, si vous permettez. Alors, monsieur le ministre, votre département est transversal, stratégique. À travers votre département, les autres départements ministériels reçoivent des fonds, les réinvestissent dans des programmes. Concrètement, comment vous vous y prenez avec les partenaires et quels sont les partenaires qui ont bien accepté d'accompagner la Guinée durant 2025 dans la mobilisation, bien sûr, des fonds? Très bien, bonne question. Je vois que nos journalistes essaient de m'envoyer directement dans la deuxième partie qui est la coopération internationale. Bien sûr. Mais je vais revenir d'abord. Même si moi j'ai des petites questions encore sur la création des statistiques. Exactement. Je veux, avant de partir, on peut boucler avec ça. Laissez-moi parler aussi de capital humain qui est extrêmement important de notre point de vue. Parce que quand les téléspectateurs, il faut savoir la planification, mais aussi la coopération internationale. En ce qui concerne le capital humain, aujourd'hui, nous avons fait plus de 80 jeunes Guinéens qui sont dans l'administration, qui ont suivi des formations, que ce soit 1 mois ou 2 mois, en Inde, en Malaisie, mais aussi en Grande-Bretagne, à Londres, mais et surtout à Singapour.
Ça, c'est extrêmement important de notre point de vue. Et en même temps, lors de notre récente visite dans des pays comme Malaisie, on a eu plus d'une centaine de bourses. Le Service national des bourses extérieures actuellement est en train de voir combien des personnes qui sont talentueuses, les jeunes qui peuvent aller étudier en Malaisie. 37 sont déjà confirmés. La Pologne, on y était. 37 bourses données à la Guinée pour faire la médecine. Ils sont en train de les recruter aussi. Le Canada, c'est le lieu de remercier le chef de l'État. Les 5 premiers, les 3 premiers de sciences maths, premier de sciences expérimentales et premier de sciences sociales, on vient de m'apprendre qu'ils ont reçu leur visa pour le Canada, pour l'université de Moncton. Aussi, on a signé des partenariats pour envoyer, ça rentre dans le cadre de Simandou Academy. Nous avons l'Australie pour la première fois dans l'histoire de notre pays. 2 universités ont signé des partenariats pour permettre d'envoyer des jeunes pour faire les écoles minières. Vous savez, avant, on envoyait les gens comme ça, mais désormais, nous allons envoyer les gens basés sur notre vision, basés sur la vision du chef de l'État pour aller étudier et revenir. Et là, encore, parce qu'on a eu noué des Ça s'appelle adéquation, formation, emploi. Exactement. Ce qu'on a fait. Mais aussi, former les formateurs. Tous ces jeunes qui sont venus, ils ont changé de paradigme. Donc c'est ça sur le pan. Quand on parle de planification, c'est les statistiques, la planification, mais aussi le capital humain. Mais au-delà d'ailleurs, nous préparons des pré-projets parce que nous avons une direction qu'on appelle BETAP qui prépare des projets avant qu'ils aillent à l'investissement. Nous avons aussi l'Atlas, l'Observatoire, tout ce que on peut voir, toute la cartographie de la Guinée pour savoir où on doit faire l'agriculture, quel type de culture que nous devons faire. On vient de relancer cette direction qui est dynamique et qui d'ailleurs qui vient d'avoir un financement conséquent par la BIDC. D'abord, pour venir à votre point, avant d'aller sur la coopération, moi j'ai une question encore, toujours sur le 4e recensement général de la population de l'habitation. On a vu par le passé, le 3e recensement a enregistré des actes de sabotage. Quelle stratégie vous avez utilisée pour que la population adhère massivement à ce 4e recensement, monsieur le ministre? L'écoute, le respect. Comme je disais à nos agents recenseurs, plus de 30 000 jeunes ont été déployés un peu partout en saison. Donc ça a créé de l'emploi. En saison pluvieuse, évidemment. Lorsque je les adressais, j'ai dit, vous êtes devenus des ambassadeurs. Les ambassadeurs du RGPH4. Vous savez, la Guinée, quand vous partez avec respect, ils vont ouvrir les portes. En comparaison à d'autres recensements, on partait vers vous. Vous avez structuré des éléments de langage très intéressants pour que, même pendant l'hivernage, que l'opération, le travail puisse se faire sans aucune difficulté. Effectivement, vous avez même vu le slogan, le RGPH chez vous. Le RGPH4 chez vous. Chez vous. On partait chez vous. Vous ne venez pas à un centre. Donc quand vous partez chez vos parents, et on a été vraiment enchantés pour voir comment est-ce que les jeunes ont vraiment appris, ils sont partis avec courtoisie, avec respect. Ça a changé le paradigme. Et d'ailleurs, on n'a pas annoncé les résultats parce que nous voulons vérifier qu'il n'y a pas de revendication. On vient de le faire encore post-recensement, post-censitaire. Il vient de le terminer le samedi passé, donc les résultats sont prêts. Et aussi, on s'est fait accompagner, mais aussi inviter les Africains. Nous avons les Nigériens, ils sont venus, ils ont apprécié le modèle, la structure qu'on a eu à faire. C'est jamais vu. Donc ça peut être un cas d'école? Mais bien sûr. D'ailleurs, on a même invité mes statisticiens pour aller les assister dans leur recensement au Niger. Le Nigeria a même repris leur recensement. Donc moi, je crois, le respect, la courtoisie et la discipline a été le succès de cela, de nos ambassadeurs jeunes qu'on a envoyés. Et beaucoup d'entre eux ont eu de l'emploi. Ils sont contents parce qu'ils ont eu un peu d'argent. J'ai reçu une jeune dame aujourd'hui qui a participé à Arafat Moussaya. Il est parti, il a fait, elle est contente. Tout le monde est content. Pendant ce temps-là, pour nous, le débat, la courtoisie, le respect, ce sont des ambassadeurs, ils ont fait un travail remarquable. Et comment vous faites aujourd'hui pour que les chiffres dans beaucoup de domaines soient disponibles? Parce que quand vous partez aujourd'hui sur le site de l'Institut national de la statistique, il y a suffisamment de disponibilité de chiffres, de statistiques. Comment vous faites? Quel est votre secret, monsieur le ministre? Vous savez, chez le leadership, c'est le lieu même de remercier monsieur le Premier ministre, qui a demandé que toutes les données soient agrégées au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Parce que, vous savez, même avec nos partenaires FMI, Banque mondiale, ce n'est pas les données, c'est la cohérence des données qui est importante. Donc il faut qu'il y ait une cohérence. Toutes les données désormais, que ça soit sur l'agriculture, que ça soit sur l'emploi, sur la santé. D'ailleurs, à chaque instant, je suis avec mes collègues ministres pour vraiment avoir ces données fiables. Ce qu'on a fait, c'est extrêmement important parce que c'est là où les partenaires tirent les données. Ils vont pas aller tirer ailleurs.
Donc il faut qu'on soit sérieux. Et d'ailleurs, on reçoit beaucoup de financement avec la Banque mondiale pour vraiment que, avec Afristat, qui est l'Institut de statistique africaine. Et d'ailleurs, on a envoyé beaucoup de jeunes dans les instituts, dans les écoles d'instituts en Côte d'Ivoire, au Bénin, à Yaoundé, et qui vont venir désormais rentrer comme des BSD. J'étais avec ma sœur homologue Nyalin Kaba en Côte d'Ivoire, là où on a beaucoup d'étudiants guinéens qui sont actuellement là pour apprendre les statistiques. Et chaque année, on envoie les jeunes statisticiens qui vont venir travailler dans notre institut, qui peut d'abord être des conseillers techniques des ministres. Parce que les données, c'est le pouvoir. Ouais. Quand vous avez les données, vous pouvez faire de belles décisions. Si vous n'avez pas de données, il n'y a pas de décision. D'où données, planification, développement. Oui, David Yambouno. Développement, investissement. Je posais la question tout à l'heure. Quand on parle de développement, forcément, on parle d'investissement. Alors, la Guinée, contrairement à certains pays qui sont dans la même situation que nous, je parle de la transition, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée a bénéficié de l'attention particulière des bailleurs de fonds. Comment vous avez fait pour que les bailleurs de fonds puissent avoir, quel discours vous avez véhiculé auprès de ces bailleurs de fonds-là pour qu'ils s'intéressent, et qui sont ces bailleurs de fonds qui ont décidé d'accompagner la Guinée? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Le discours est très simple. C'est un leadership exemplaire. Nous avons un leader, j'aime le dire, le président de la République, il est le commandant en chef des armées, mais surtout il est le commandant en chef des investissements, le commandant en chef des partenariats, mais aussi le commandant en chef de la coopération internationale. Okay. Je vous donne un exemple, parce qu'on a divisé, parce que l'intervention de l'aide au développement a réduit. Oui, je disais ça, c'est vil. Mais aujourd'hui, les financements innovants sont vraiment en puissance. Ce que nous on a fait avec les crédits export d'abord. Les crédits export, lorsqu'il y a eu Covid, toutes les frontières étaient fermées, que ce soit occidentales ou asiatiques. Après Covid, les industries de ces pays-là souffraient. Donc il fallait injecter de l'argent pour qu'ils produisent, et quand vous produisez, il faut vendre ailleurs. C'est ainsi que les industries, on a fait les crédits export. L'Angleterre, je me rappelle très bien, parce que ça tient bien à cœur, la Grande-Bretagne accompagne la Guinée à peu près 2 milliards d'euros. C'est 1,8 milliard de livres sterling, qui est approximativement 2 milliards, qui accompagne la Guinée. La construction de la cité administrative de Coloma, aujourd'hui nous sommes à 63%, à peu près 260 millions. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important cette construction, parce que ça vient de résoudre une justice sociale. Laquelle? Vous avez vu récemment, on a donné les titres fonciers, les personnes qui ont été enlevées à Coloma. J'étais étudiant à l'époque. Mon ami, son papa était le ministre de l'Habitat. Et il y a eu enlevé, les gens ont quitté Coloma 2 fois. Aujourd'hui, dans le cadre même de ce financement, on les a demandé, il faut indemniser les gens. Aujourd'hui, ils ont été recasés, on les a donné leurs titres fonciers, ils vont être payés dans ce cadre de ce projet global. Okay. Parce que le projet tient bien à cœur. Le premier tirage est effectué par Deutsche Bank. Ce sont des banques qui ne sont jamais venues en Guinée. Au cours de cette transformation, Deutsche Bank, Citibank, Santander, toutes ces banques ont fait le onboarding sur la Guinée. La cité administrative est cofinancée par Citibank et par Deutsche Bank. Il y a 2 semaines, ils ont fait le premier tirage. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire qu'ils sont à 103% avec le financement de UK Export Finance. Et dans ce financement aussi, nous avons les projets de route, le projet d'adduction d'eau potable, les projets de lignes de transmission, qui sont devenus aujourd'hui, il y a transfert de technologie parce qu'il y a un contenu britannique qui va être venu en Guinée, malgré notre contenu local. Ça, c'est le premier avec les Britanniques. C'est le passage que je tiens vraiment à les remercier et à les rendre hommage à nos amis qui ont eu confiance à la Guinée, là où beaucoup de personnes hésitaient. Deuxième, c'est avec la France. Okay. Le crédit export français qu'on appelle BPI France, avec la construction des 4 hôpitaux régionaux. Les 2 hôpitaux, Mamou, Kindia, aujourd'hui, ont vraiment évolué. Dans quelques jours, nous allons faire la pose de la première pierre de Kankan et de Zérékoré. D'ailleurs, là aussi, c'est la justice sociale. Le président a demandé que ces hôpitaux soient uniformes de toutes les 4 régions naturelles. Au-delà de 100 millions de dollars. Nous avons aussi, il y a quelques jours, on a eu le premier tirage, pas le tirage, les acomptes ont été payés pour 14 ponts métalliques, un peu partout dans notre pays, en la Guinée forestière et la Haute-Guinée. Le radar, exactement, le radar civilo-militaire. Nous avons aussi, parce qu'on payait des reventes dans d'autres pays, il y a cela. Nous avons la TNT qui vous concerne d'ailleurs.
qui a été validé, on est en train de finaliser. Tous ces 5-6 projets, à peu près 600 millions de dollars, sont finis. On a payé les accounts. Les poses de première pierre seront ce mois-ci et l'exécution sera l'année prochaine. 2026. 2026. Mais d'ailleurs, ce n'est même pas ça, c'est des projets publics. Mais BPI a accompagné 14 projets privés. La Guinée n'a pas oublié son secteur privé. On a accompagné les champions locaux qui achètent des matériaux, 14 projets. Ce qui fait 600 millions de dollars pour la France. Mais aussi, nous avons les Polonais pour la première fois. 600 millions de dollars. Après notre visite cette année à Varsovie, il y a 2 entreprises polonaises qui sont venues ici. Ils ont signé des partenariats avec le ministère de l'Agriculture pour construire les fermes frigorifiques un peu partout le long du corridor. Mais aussi avec les EDG pour les fermes solaires. Okay. Nous avons les Allemands, le Crédit Export allemand, 600 millions de dollars pour financer le projet de Grand Conakry, la 2e phase. Et nous avons aussi le Crédit Export espagnol. Tout à l'heure, on vient juste de recevoir le document qui doit être signé par le ministre de l'Économie et des Finances pour la route d'Abola-Farana. Nous avons les Exim Bank. Quand on parle de Crédit Export, vous avez aussi les Exim Bank, les banques import-export. L'Arabie Saoudite, on a signé en marge des assemblées de la BAD 500 millions de dollars pour financer des projets agricoles, mais des projets infrastructurels, mais aussi les projets privés, pour permettre à nos secteurs privés, la Chambre de commerce et le patronat d'ailleurs, qui sont en contact avec eux déjà, pour faire acheter des produits en Arabie Saoudite, pour les ramener ici. L'Inde aussi, qui est un caractère extrêmement important. Ça, c'est le crédit export qui s'avoisine à peu près de 3,5 milliards. Mais au-delà de ça, nous avons des partenariats bilatéraux avec la Chine. L'année dernière, je disais que le chef de l'État a érigé la coopération entre la Guinée et la Chine comme un mariage stratégique. C'est-à-dire parce qu'il y avait le cadre, le cadre d'investissement. Hein. C'est ce qu'on appelle l'accord cadre. Justement, l'accord cadre. Sino-guinéen, nous, comme l'a dit le président au 5 septembre, on respecte tous les accords, mais nous allons les revoir au bénéfice de nos populations. Maintenant, le FOCAC, c'est le Forum Afrique-Chine, qu'on a eu, le président à participer. Ce mariage, ça veut dire qu'il y a la coopération stratégique, mais pour montrer davantage que la Guinée veut aller de l'avant. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer, depuis le 4 septembre 2024 à Beijing, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 8 projets qui ont été concrétisés. Que ça soit en accompagnement, vous avez dit déjà qu'on n'utilise plus le mot don dans notre jargon, on les a remplacés par accompagnement. Il y a une semaine, avec le PAM, on a donné plus de 25 000 tonnes au PAM pour distribuer aux personnes vulnérables. Mais au-delà de ça, taux concessionnel, il y a Safe City qui doit être ratifié bientôt au niveau du CNT. Mais il y a aussi la raffinerie de Spic et le barrage qui est Amaria, qui a été dans ce package-là avec la Chine. Mais après la Chine, nous avons le Japon. C'est le lieu même de rendre un hommage à votre confrère. Où vous logez la construction du siège du Parlement, de l'Assemblée nationale. C'est un accompagnement avec la coopération chinoise. D'accord. Après la Chine, nous avons le Japon. Ouais. Okay. Il y a quelques jours, on a fait la pose de la première pierre du pont de Farana. Vous parliez de rendre hommage à un de Non, j'en venais par rapport à ça. Votre confrère, Feu Tabansila, qui était avec moi, paix à son âme, au début de l'année, on est parti signer. En moins de 8 mois, on a fait la pose, la construction a commencé, le pont de Farana. Le Japon nous accompagne au niveau, que ce soit les différents ponts déjà construits, mais cette année, le résultat tangible, c'est le pont de Farana, mais aussi d'autres accompagnements des formations. Ouais. Après le Japon, nous avons la Belgique. On voit que vous avez été très dynamique durant 2025, mais est-ce que là aussi, c'est pas le résultat d'un bon climat d'investissement créé peut-être par la bonne gouvernance à travers la lutte contre la corruption? Je disais tantôt, vous m'avez posé la question, je dis c'est le leadership. Ça veut dire qu'il y a un bon leader. Un bon leader qui prône la bonne gouvernance, mais aussi la lutte contre la corruption. C'est le résumé. Quand on me dit le leadership, nous avons la chance aujourd'hui. Mais aussi la manière dont nous accueillons les gens. Okay. Il y a un premier ministre qui disait à Washington, lorsqu'on est parti présenter le guide d'investissement de la Guinée, il dit le monde vous accueille. Que ça soit au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, que vous partez en Australie, vous partez en Amérique latine, le monde accueille la Guinée parce qu'ils ont vu un leadership vraiment clair, sincère. D'ailleurs, je parlais des partenaires avec les pays européens. Là, vous étiez avec la Belgique. La Belgique, oui. La Belgique qui nous accompagne, la bonne gouvernance. Avec, d'ailleurs, nous avons un bureau qu'on a chez nous, qu'on appelle bureau d'appui à l'Union européenne, qu'on appelle le BACU. Ce bureau, aujourd'hui, on a un partenariat triennal entre la Guinée et l'Union européenne. Au-delà de cela, nous avons des accompagnements. Nous avons signé des stratégies de partenariat avec le FAO. 34 millions très récemment pour aider nos agriculteurs.
Nous avons aussi signé un partenariat 2024-2027 avec le PNUD. Nous avons signé aussi des partenariats avec les systèmes onusiens. Et d'ailleurs, on les a mis dans ce qu'on appelle COMEX. COMEX, c'est avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec les partenaires onusiens. Mais au-delà de tout cela, nous avons eu aussi avec nos amis arabes la coordination des fonds arabes. Récemment, le chef de l'État a inauguré l'échangeur de Bambeto qui est financé par le fonds coïtien. Et d'ailleurs, le fonds, le second échangeur qui va commencer bientôt, qui est au niveau de Anco 5. Ça, c'est avec le fonds coïtien. L'échangeur de COSA, malgré les difficultés avec nos amis émiratis, mais j'étais là il y a quelques mois pour signer l'avenant, qui est 26 millions de dollars qui vont commencer, Inch'Allah, bientôt. Les discussions avancent pour qu'ils commencent les travaux sur l'échangeur de COSA. Okay. Mais nous avons Badea. Ouais, la Badea. La Badea. Avec la question des citoyens également. Exactement. La Badea, c'est la banque africaine qui finance beaucoup de projets dans notre pays. D'ailleurs, le président de Badea, qui est notre frère et ami, qui est devenu aujourd'hui le président de la Banque africaine de développement BAD. La Badea a cofinancé les projets intégrés agricoles avec le fonds de l'EPEC, le FID. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer, lors de mon récent voyage, ils vont financer la phase 2 de ce projet. Cofinancé par Badea, mais je suis avec le fonds saoudien, 50 millions, et avec le fonds de l'EPEC. Au-delà de ça, oui, le fonds saoudien, qui est un partenaire stratégique à la Guinée, 113 millions de dollars pour la construction de l'hôpital mère et enfants de Koya. Actuellement, les techniciens sont en train de travailler pour permettre, évidemment, que les dossiers d'appel d'offres sortent du terre et évidemment qu'on va commencer les travaux. Quand vous prenez cette coopération, les crédits export... La liste est longue. La liste est longue, mais elle est importante. La liste est longue, elle est importante. Donc, dans ce cadre-là, il faut retenir avec tous ces éléments, que ça soit la coordination des fonds arabes, les partenariats avec les pays européens, avec l'Australie, mais aussi avec les financements innovants. On se dit aujourd'hui que Dieu merci, grâce au leadership du président de la République, que nous sommes arrivés. Un mot sur les agences onusiennes. Comment vous collaborez, comment vous coopérez avant d'aller avec la question des auditeurs, des citoyens? Oui, vous savez, nous, lorsqu'on est venu, on a dit ceci. Il faut qu'on coordonne les choses. La Guinée, c'est un pays normal. C'est un pays qui veut c'est ce qu'il veut. On les a mis en coordination. J'ai déjà parlé avec ma sœur, Madame Amina, la sous-secrétaire des Nations Unies. Toutes les coordinations doivent être centralisées à un point. Donc, c'est notre point d'entrée. Vous savez, les Nations Unies, le point d'entrée, c'est le ministère de la Coopération internationale, la diplomatie économique. Donc, nous travaillons avec eux en collaborant leur intervention dans beaucoup de ministères, mais nous faisons la coordination et on est parti au-delà, d'ailleurs, qu'on appelle le commerce. Aujourd'hui, il y a une semaine, on a lancé une plateforme, c'est une réforme, la plateforme qu'on appelle l'intervention, d'ailleurs, des PTF. Vous les cliquez, vous allez avoir toute leur intervention. D'ailleurs, j'ai le plaisir aussi de voir que la Guinée qui doit abriter l'Institut triangulaire Sud-Sud. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons le financement avec la Chine pour la construction, mais aussi avec la BAD pour nous permettre de vraiment clôturer ce financement. Nous voulons des financements innovants, mais nous voulons aussi des cofinancements avec des partenaires. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. À présent, on va prendre quelques questions des citoyens. David Yambounou, on va aller maintenant avec la série questions des citoyens. Alors, monsieur le ministre, vous avez là la question de Mohamed Lamine Koker, il est à Kiroti. Sa question, dans la commune de Lambagne. Oui, la Guinée vient de se doter d'un plan stratégique responsable et durable Simandou 2040. Ce plan est-il décomposé en plan quinquennal, triennal? Oui, très bonne question. Comme je l'ai dit tantôt, le programme Simandou, c'est pour les 15 prochaines années. Okay. Donc, pour le faire, vous avez, quand vous avez la viande, il faut le découper en morceaux pour essayer d'aboutir à votre fin. Donc, en plan 5 ans. Donc, les premiers 5 ans, nous devons mobiliser, je vous disais tantôt, 105 milliards. Donc, nous avons déjà 20 milliards de projets, 45 milliards. Et les montants que je viens de vous annoncer d'ailleurs, à peu près plus de 4 à 5 milliards que nous avons déjà dans notre pipeline, que nous pouvons automatiquement commencer, qui ont déjà commencé, mais qui vont être vraiment implémentés l'année prochaine. D'ailleurs, je parlais par rapport à cela. La Guinée, avec la Banque islamique de développement, qui est le premier partenaire d'ailleurs de la Guinée aujourd'hui, en termes de décaissement, plus de 55%. Leur intervention, plus de 1,6 milliard. Et
aussi, avec cette nouvelle notation souveraine, les bases vont s'ouvrir. Aujourd'hui, j'étais il y a quelques mois à Washington, nous avons rencontré le président de UKIF, qui a donné un risque de 2 milliards. Aujourd'hui, notre objectif d'aller pour 5 milliards. BPI France va augmenter. La BID aussi va augmenter grâce à cette nouvelle notation de la Guinée. D'accord. Et qui va nous permettre d'avoir d'ailleurs le soukouk, qui est le bon, comme quand on va lever des fonds avec le prêt islamique qu'on appelle le soukouk, qui va nous aider vraiment à motiver, à envoyer d'autres financements chez nous. Donc c'est 5 ans que nous allons diviser et cela dépendra. Ce programme est dynamique. Vous savez, on va en élection dans quelques jours et cette élection c'est 7 ans. Donc le programme, le plan qu'on a, c'est le plan quinquennal de 5 ans et ça va s'ajuster basé sur la vision du président. Okay. D'accord, deuxième question. La deuxième question nous vient de Mamou à l'intérieur du pays, Alpha Oumar. Monsieur le ministre, quelles avancées majeures avez-vous réalisées dans la planification du développement national et comment ces actions se traduisent-elles concrètement dans l'amélioration des conditions de vie des populations? Évidemment, d'abord les SRAD. Il y a 40 ans, on n'a pas fait les SRAD. Les schémas régionaux de développement. Ouais. Parce que souvent, on prenait les données à Conakry. Aujourd'hui, chaque préfecture, chaque région, leur plan de développement. Ça va changer la vie. Parce que vous le savez très bien, la planification va au-delà des chiffres. Ça va de l'administration du territoire. Qu'est-ce qu'on doit construire? Quelle route que nous devons prendre? Et tout cela est extrêmement important. Dans le cadre du programme Simandou, c'est vraiment toutes les régions sont couvertes. Les projets sont distribués. Les types de projets, les méga-projets, tout est distribué un peu partout dans le pays. Et ça va changer l'écosystème, mais aussi la trajectoire de notre pays. Ce qui dit c'est extrêmement important dans notre point de vue. Les SRAD, les chemins régionaux de développement, le programme Simandou 2040, c'est la conclusion globale de notre planification dans le futur. Et quand je disais tantôt la planification, d'ailleurs, c'est pas seulement mon plan, mais les statistiques rentrent dans ce jeu-là. Le capital humain rentre dans ce jeu-là. L'élaboration des projets rentre dans ce cadre-là. Et même l'atlas pour savoir effectivement quelle culture vous allez faire sur quelle terre, c'est extrêmement important. Pour vous éviter, il y a des zones. Ma secrétaire me disait tantôt, dans son village, dans le Fouta, ils ont fait des cultures, mais ça n'a pas avancé. Parce qu'il n'y avait pas d'étude de sol. Ouais. Avec l'atlas, désormais, ça va nous permettre de savoir quel type de sol, quel type de plantes. Okay. Ça rentre dans la planification globale. Voilà, ça n'est terminé au compte de cet autre numéro. Mais monsieur le ministre, avant de rendre l'antenne, je rappelle que vous êtes le ministre du Plan et de la Coopération internationale. Vous êtes également le gouverneur de la BID. Un dernier mot par rapport à tout ça, avant de rendre l'antenne. Oui, la Banque islamique de développement, c'est un partenaire solide à la Guinée. D'ailleurs, dans le financement du programme Simandou, j'ai l'honneur de vous dire que la coordination des fonds arabes, que ce soit la BID, Badea et les fonds, vont inviter notre président pour vraiment faire une table ronde dédiée sur la Guinée pour mobiliser des financements. Ça, c'est extrêmement important. Mais aussi, il faut retenir que c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée qu'on a organisé la journée de la planification et de la coopération internationale, qui a été un événement inédit, approuvé, validé en Conseil des ministres, qui va se faire chaque 2 ans. Et durant cet exercice, on a eu des célébrités, des grands ministres du plan et de la coopération un peu partout dans le monde pour venir partager leur expérience à la Guinée. Et récemment, le français Hubert Védrine. Ouais, bien sûr. Et récemment, j'étais à Paris pour porter le message de mes frères ministres du Bénin, de l'Égypte, du Kenya, par rapport à la catégorisation de la Guinée au sein de l'OCDE. D'accord. La Guinée aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé des crédits export, mais le prime d'assurance est très élevé parce qu'on est en catégorie 7. Notre objectif aujourd'hui sur les pays subsahariens, c'est de réduire de catégorie 7 à catégorie 5 qui peut nous permettre de réduire les primes d'assurance. La Guinée, sous le leadership de son excellent président de la République, a porté 7 fois auprès de l'OCDE. Mais ce qui est important, comme le dit le dernier mot, c'est le lieu de remercier très sincèrement son Excellence le Président de la République pour l'honneur, mais aussi la confiance de servir le peuple guinéen. J'aime le dire, en tant que fonctionnaire, on est serviteur du peuple, qui nous donne cette occasion, mais aussi la vision stratégique. Au-delà de ça, le Premier ministre chef de gouvernement, pour la coordination gouvernementale,
de mes amis et frères ministres du comité stratégique, qui nous a amené aujourd'hui d'élaborer le programme Simandou 2040. Mais surtout, extrêmement important, de mes collègues au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Chaque direction, chaque chef-service font un travail extraordinaire. Les voyages que nous faisons, c'est pas de luxe. Vous êtes en Australie, l'heure à peu près 24 heures de différence, c'est pas facile. Vous êtes à Doha, vous êtes en Arabie Saoudite, vous êtes en Pologne. Ils nous ont accompagnés avec sincérité, avec rigueur, respect. Donc, ils font un travail remarquable qui soit vraiment remercié. Mes collègues du pôle financier, parce que comme je viens de dire, ces financements dont je viens de numérer, plus de 4 milliards, on collabore. La Banque centrale, le MEF, le budget. Nous collaborons en tant que frères, en tant qu'amis. Mais aussi tous les ministres du gouvernement. Parce que vous avez compris les projets que je viens de numérer. Vous avez les projets de la santé, de l'agriculture, de tous les ministres sont concernés, de l'hydraulique, de l'énergie. Nous travaillons en bonne intelligence avec tous les ministres. Je tiens vraiment à les remercier, à faire avancer le pays. Toutes ces personnes doivent être remerciées. Mais il y a des personnes qui nous protègent. Souvent, on rentre très tard, nos forces de sécurité, qui sont là à nous protéger. Mais aussi les dames qui nettoient nos bureaux. Toutes ces personnes doivent recevoir nos remerciements. C'est extrêmement important de notre point de vue pour leur dire, et aussi nos partenaires. Ces partenaires qui sont devenus des amis de la Guinée. Qu'ils ont vu la Guinée, on parle de transition à chaque instant qu'on me donne l'opportunité de la Guinée en refondation, la Guinée en transformation. Ils ont eu confiance en la Guinée pour nous accompagner, pour nous dire oui, ce peuple, ces personnes qui sont là, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui veulent faire avancer leur pays. Chers amis, nous avons fait ça ensemble. Donc le trajet, ce qu'on a dit l'année passée, c'est de concrétiser cette année. Et il y a des perspectives vraiment éloquentes qu'on va faire en 2026 parce que tous ces projets, quand ils seront exécutés. Ce que je me réjouis aujourd'hui, même tout à l'heure, j'étais avec mon frère Mourana Souma, le ministre de l'économie et des finances, on parlait de la signature de ces financements qui va financer aujourd'hui et qui va passer à la Banque centrale. Et d'ailleurs, des BPI et tous ces UKEF qui font des tirages, qui n'hésitent même pas parce que ces projets vont changer la vie des Guinéens. Donc, c'est pour nous une fierté, mais aussi un honneur avec toute humilité. De soulagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à David Yombounou pour la co-animation. Merci également à vous, téléspectateurs. Merci de votre aimable attention. On se reprendra avec un autre ministre pour parler de son département, bien entendu. Portez-vous bien. Merci.